Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au Baloise Invest Talk. Est-ce que vous sentez toujours ce qui s'est passé l'année passée? C'était vraiment une année de crise. Et là, je parle crise au pluriel. Et ceci a aussi eu des répercussions, bien sûr, sur nos investissements, sur nos placements, c'est clair. Mais le monde tourne toujours. Et ce qui est important, c'est de voir de plus près comment le monde tourne. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire aujourd'hui avec l'Invest Talk. On va donc se pencher sur l'économie, sur les finances, tout en sachant que beaucoup de choses ont des conséquences au niveau de la société, des facteurs politiques qui jouent un rôle aussi pour le monde financier. C'est comme chez le médecin, c'est pas seulement le corps, mais aussi l'esprit qui joue un rôle pour la santé. Alors la grande question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2023? Que devons-nous prendre en compte pour nos investissements, pour nos placements? Et nous allons essayer de vous donner des réponses à cette question et nous allons essayer de trouver aussi quelques lueurs d'espoir. Et nous souhaiterions aussi répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions qui sont importantes pour vous, eh bien, vous pouvez les noter dans le chat. Donc, saisissez vos questions, des questions courtes et concrètes. Par contre, vous ne pouvez pas poser de questions concernant vos portefeuilles personnels ou des produits de placement concrets, parce que ça, ce serait trop indiscret. Et je suis sûre que si vous avez des questions concrètes, vous pouvez les poser à vos conseillers de banque. Donc, il s'agit vraiment de questions plutôt générales auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cet entretien. Mais tout d'abord, encore 2-3 mots sur notre banque qui se présente sous un visage tout à fait neuf, de la tête aux pieds, baloise. Et les deux chefs, Michael Müller et Jörg Ritz, vont vous en parler. Bien, Michael Müller. Dans quelle mesure est-ce que Baloise est toujours ce que nous avons toujours connu? Nous sommes toujours la même société, mais en fait, nous avons modernisé notre présentation de marque. Nous l'avons simplifié un peu. Nous étions connus sous l'appellation Basileis et Baloise Basel, et le contact doit être simple avec nous, et donc la marque devait être simplifiée, donc Baloise, tout simplement. C'est vrai que le monde est déjà suffisamment compliqué, donc c'est bien de simplifier. Baloise a toujours été un assureur et une banque. Et de quelle façon est-ce que ces deux modèles ont changé? Les modèles d'affaires se sont adaptés. D'un côté, nous avons la banque qui est passée d'un modèle d'affaires régional à un modèle national, donc cela correspondant à notre assurance en Suisse. Et en même temps, nous avons le savoir-faire en matière de prévoyance que nous réunissons avec notre savoir-faire bancaire. Donc, tout réuni. Et si on compare à d'autres entreprises de ce genre, il y en a qui sont comparables. Alors, qu'est-ce qui vous rend spécial? Nous aimerions couvrir au mieux les besoins de notre clientèle. Il faut avoir une gamme d'offres large et apporter de bons conseils. Et c'est ainsi que chez nos clients, nous pourrons nous imposer chez nos clients. Nous pouvons couvrir les deux côtés, c'est-à-dire les affaires bancaires classiques pour la fortune de nos clients, ensuite la prévoyance, cet aspect-là. Ici, nous avons les deux compétences sous le même toit. Les deux compétences se trouvent auprès de nos conseillères et conseillers, où nous en avons plusieurs. Cela donne une image complète. Tout est axé sur le client. Voilà pour Baloise, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer au cours de 2023, après cette année vraiment bouleversante, année passée. Mais sans vous demander une analyse, donnez-nous votre appréciation personnelle pour l'année prochaine. La situation politique mondiale est effectivement difficile. C'est-à-dire que je m'attends à ce que cette année également, nous soyons confrontés à un certain nombre de surprises et de défis. Et à ce moment-là, il faudra les surmonter pour aller de l'avant.
Donc, le défi, c'est vraiment le mot d'ordre qui vient d'être mentionné. Mais on a bien vu que les dirigeants économiques de la Suisse ont su s'adapter, ont bien maîtrisé la situation. Le signal qu'on me donne de l'économie en Suisse, c'est que de nombreuses industries, de nombreuses sociétés ont su s'adapter à cette nouvelle situation. Et donc, je suis plutôt optimiste en ce qui concerne l'avenir. Donc, prudemment optimiste, c'est un peu ce que vous dites tous les deux. Si vous êtes d'accord, je peux le résumer de cette façon-là. Donc, oui, prudemment optimiste. Les deux messieurs, Müller et Ritz, merci beaucoup d'être venus chez nous. Alors, prudemment optimiste, est-ce que les experts de notre soirée sont du même avis? C'est ce que nous allons leur demander. Et bien sûr, qu'on espère qu'ils vont nous donner de bons conseils pour bien placer notre argent. Donc, nous allons maintenant entendre l'avis du professeur en économie, Thomas Straubhaar, et le chef des placements et du négoce de Baloise, M. Rainer Wyss. Bonsoir, messieurs. Donc, prudemment optimiste, c'est ce que nous venons d'entendre, Rainer Wyss. L'année passée, pratiquement toutes les catégories de placement ont connu de grandes pertes. Et pourquoi toutes les catégories? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Ce sont surtout les catégories d'investissement qui ont été touchées, qui sont concernées par des flux de trésorerie vers les investisseurs. Donc, l'investisseur s'attend à un flux de capitaux, dividendes, amortissement des obligations, et lorsqu'il y a une augmentation des taux d'intérêt, ces flux futurs sont actualisés au jour d'aujourd'hui par un taux plus bas. Et c'est un mécanisme mathématique qui provoque immédiatement une valeur plus basse. J'aimerais peut-être donner un exemple pour l'illustrer. Il y a un an, en Suisse, en ce qui concerne les obligations de la Confédération, à 10 ans, nous avions un taux d'intérêt de 0. Et si on regarde les taux d'intérêt en augmentation d'environ 1%, cela signifie une perte d'1% par année de durée, c'est-à-dire 10% de perte avec une augmentation des taux d'intérêt de seulement 1%. Et c'est ce qui est arrivé l'année dernière, justement. Oui, donc c'était vraiment une année boursière qu'on peut oublier. Monsieur Straubhaar, du point de vue de l'économiste, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de positif à dire? Aussi difficile que cela soit, je dirais quand même, oui, il y a deux choses. Tout d'abord, vu justement la crise ou les crises que nous avons vécues d'origine différente jusqu'à la guerre qui est revenue en Europe, il est même surprenant que les données macro en Suisse soient encore aussi bonnes. Par exemple, le marché du travail. Nous avons moins de chômeurs que ces 100 dernières années, ou plutôt depuis le début de ce siècle. Deuxième point où on peut dire que c'est le retour des taux d'intérêt positifs l'année dernière. C'est quelque chose qui fait partie d'une économie de marché, d'un capitalisme. Nous avons dû attendre pendant 7 ans. Maintenant, nous y sommes arrivés avec toutes les turbulences qui vont avec. Mais au fond, vous dites que ça aurait pu être encore pire. Oui, tout à fait, surtout en comparaison avec d'autres pays, on le voit très bien. En Suisse, sur l'ensemble, en ce qui concerne les macrodonnées, nous sommes dans une situation encore relativement bonne. Et que faites-vous, Monsieur Wyss, en tant que professionnel des placements? Quelle est votre conclusion? Nous avons vu plusieurs choses l'année dernière que nous n'avons plus vues depuis longtemps, ou pas du tout. Une grande guerre en Europe qui a fait que les prix de l'énergie ont fortement augmenté. Cela a fait augmenter les prix de manière générale. Donc une spirale d'augmentation des prix a été mise en marche. Et en fin de compte, cela a provoqué une augmentation des salaires. Et nous sommes arrivés à un point critique où nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas cette spirale coût-salaire et donc augmentation des coûts. C'est la chose la plus importante. Ensuite, les banques centrales qui ont dû intervenir très, très fortement pour contrer cette augmentation de l'inflation. Nous avons vu tout à l'heure sur le transparent les interventions des banques centrales. C'est quelque chose qui a mené à ce résultat des placements de 2022 avec donc des pertes importantes dans la plupart des catégories d'investissement. Donc on pourrait dire que la diversification dont on parle toujours n'a pas vraiment fonctionné. L'année dernière, effectivement, elle n'a pas fonctionné et
Nous avons préparé un graphique. Lorsqu'on regarde un laps de temps un peu plus grand, par exemple sur 5 ans, on voit très bien que cette diversification fonctionne. C'est-à-dire que nous avons des bénéfices au niveau des actions, nous avons des pertes chez les obligations. Lorsque nous éliminons l'année 2022, on peut dire que ces 5 dernières années, avec les obligations, on a tout juste réussi à obtenir un résultat zéro. Dans le domaine immobilier, on a pu gagner de l'argent. C'est pour cela qu'il est très, très important que dans ces années difficiles, comme l'année dernière, on garde le cap, c'est-à-dire on ne change pas de stratégie d'investissement, c'est-à-dire qu'on ne se sépare pas d'une certaine catégorie d'investissement parce qu'on a vu qu'on enregistrait des pertes sur le moment. Pour qu'on voit un peu quel est le caractère unique de l'année dernière, j'aimerais vous donner quelques chiffres de Suisse. Nous avons des données jusqu'en 2026 et la pire année pour les obligations que nous ayons jamais enregistrées s'est terminée par une perte de 4%. Vous voyez sur ce graphique que l'année dernière, la perte était de plus de 12%. Avec les actions qui ont enregistré également des pertes à 2 chiffres, nous ne l'avons jamais vu depuis 1926. Aux États-Unis, les données remontent jusqu'à il y a 150 ans et il n'y a jamais eu de telles pertes. C'est une année tout à fait exceptionnelle. Bon, je comprends si tout le monde devient un peu nerveux ou si on a aussi certains doutes, puisque si on regarde les prévisions au niveau de l'économie, alors la croissance devrait être de 0,2 à 1% seulement. Oui, je comprends que les gens commencent à douter. Nous l'avons également représenté sur un transparent, ce à quoi nous attendons. On voit tout de suite qu'il y a de grandes différences. Il y a des pays qui sont dans les valeurs positives et ils vont y rester. Ensuite, il y a des pays qui vont tomber dans les valeurs négatives. Ici, l'Italie, l'Allemagne et la Russie. Mais ce qui est très clair sur ce transparent, c'est que nous avons une moyenne à long terme, c'est la ligne rouge, et pour la plupart des pays, nous sommes en train de tomber en dessous de cette moyenne à long terme, ce qui montre que l'économie mondiale sera sous pression, très clairement, et que dans certains pays, nous sommes au bord d'une récession. Alors, question à M. Straupar. Pourquoi est-ce qu'on continue tout le temps de se focaliser sur la croissance? Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu dépassé? Tout au contraire. Je pense que c'est justement la situation actuelle qui nous montre très clairement où se situe le problème. C'est-à-dire que la demande est plus grande que l'offre. C'est une des raisons qui explique l'inflation. Et la question est maintenant de savoir comment surmonter cet obstacle. Il y a l'une des deux perspectives, celle qui dit plus de croissance, pas de croissance, donc renonciation, être ascétique, faire des économies. Mais à mon avis, c'est une attitude très arrogante, centrée uniquement sur l'euro, parce que l'on oublie que c'est l'exception de vivre comme nous ici en Suisse ou en Europe. La règle dans le monde entier, c'est qu'il y a encore un grand nombre de personnes qui vivent dans une terrible pauvreté, et pour ces personnes-là, il ne peut y avoir que plus de croissance économique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les valeurs de croissance que vous prévoyez encore? C'est ça, évidemment, la question décisive. Une croissance qui a provoqué les problèmes que nous avons aujourd'hui. Ça, ce n'est pas l'avenir. Il faut une croissance qui est fortement motivée par la technologie et qui nous aidera à faire la même chose que ce que nous avons fait maintenant en consommant beaucoup de ressources et en provoquant beaucoup d'effets négatifs. C'est-à-dire, il faut faire la même chose, mais en faisant attention aux ressources. Donc, la technologie, le progrès technologique, tout ce qui aide à protéger l'environnement, tout ce qui aide à aménager le climat. Donc, ça, ce sont les domaines où, en tant que tel, nous devons avoir une bonne évolution. Est-ce que vous voyez la même chose, monsieur? C'est un facteur extrêmement important. Nous avons un grand nombre de possibilités de développement. Mais ce qui m'importe beaucoup, c'est que la recherche doit faire en sorte que le développement soit en phase avec une réduction de la consommation d'énergie. Pensons aux 10 à 15 dernières années. Les acquis que nous avons obtenus, les progrès, iPhone, les tablettes, les ordinateurs, mobilité électronique, devises électroniques, crypto-monnaies, etc. Tout consomme beaucoup d'énergie. Il faut changer cela. Donc, dans un an, un téléphone portable doit être capable d'offrir plus de fonctionnalités tout en consommant moins d'énergie. Donc, voyons un peu quelles sont
les branches où il y a encore des opportunités, Monsieur Straubhaar. Où voyez-vous encore une possibilité de croissance? Dans un grand nombre de domaines, et je pense que ces 2 dernières années, les 3 dernières années nous ont montré à quelle vitesse, en Suisse justement ou en Europe, les petites et moyennes entreprises ont réussi à s'adapter à ces énormes changements provoqués par exemple par le coronavirus. Lorsqu'on regarde le progrès que nous avons obtenu dans le domaine médical et pharmaceutique avec un vaccin qui a été développé en quelques mois seulement en nous sauvant du Covid, du moins partiellement. Auparavant, cela aurait pris des années, voire des décennies. C'est un retour de savoir-faire en matière de génie génétique qui continuera à se développer, qui pourra nous aider peut-être aussi à surmonter des problèmes de la famine. Pensons au ce qu'on appelle le riz doré, où on a des espèces de riz génétiquement modifiés parce qu'elles seront résistantes à certains parasites, etc. Donc, nous avons vu que dans un grand nombre de domaines, nous n'avions plus suffisamment d'influence sur les chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il a fallu chercher d'autres voies pour s'approvisionner, donc avoir plusieurs sources d'énergie. Tout ce qui génère de la sécurité, c'est source de croissance. C'est bien beau, mais je voudrais quand même poser une question critique. Plus de sécurité, une vie plus longue, une population plus saine, est-ce que ça ne va pas faire déborder le vase parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète? Ça montre justement qu'il n'y a pas d'alternative à cette croissance parce que c'est justement un énorme acquis humain, le fait que nous vivons tous plus longtemps et nous sommes en meilleure santé. Et dans ce sens-là, c'est justement ça, notre obligation, c'est-à-dire de rendre cela possible aux jeunes générations, c'est-à-dire de ne pas renoncer et d'aller en arrière vers le Moyen-Âge, c'est plutôt de leur offrir des technologies qui répondent également à ces besoins, c'est-à-dire vivre mieux avec plus de population en consommant moins d'énergie. Ranavis a tout à fait raison. Il faut trouver des technologies qui correspondent aux attentes des gens sans mettre en danger le climat ou l'environnement. Et dans quel secteur voyez-vous ceci, Monsieur Wiest? Les secteurs les plus importants ont été énumérés par Thomas Straubhaar. Donc, tout ce qui est numérisation, cela continuera. Il y a 2 ans, nous ne pouvions imaginer que tout d'un coup, une grande partie de la population puisse travailler depuis chez eux. Donc, nous avons un très grand nombre de défis technologiques, surtout dans le domaine du réchauffement climatique. La situation de l'énergie, c'est là qu'il y aura beaucoup d'évolutions ces prochaines années. Bon, ça peut paraître un peu utopique, ou bien on voit la vie en rose peut-être? Ce n'est pas nouveau, c'est qu'on se dit « Oh, le ciel va nous tomber sur la tête, c'est la fin du monde ». Et qu'on se dit « C'est la dernière génération ». Là aussi, je pense que d'un point de vue de l'histoire de l'économie, on peut réfuter cette hypothèse. Il y a justement des exemples qui montrent que les pays dans lesquels où la prospérité est plus importante grâce à la croissance, il y a beaucoup moins de victimes de catastrophes naturelles. Donc, s'il y avait une inondation au Bangladesh dans le passé, des centaines de milliers de personnes en décédaient. Oui, l'exemple du Pakistan, c'en est un autre, mais grâce au progrès économique, ces personnes-là ont également la possibilité de se protéger contre, par exemple, les conséquences de catastrophes naturelles, contre les conséquences du changement climatique. Mais il y a du pain sur la planche, non? Tout à fait. Nous avons plus que suffisamment de travail devant nous, mais nous avons également beaucoup de problèmes, de possibilités d'investissement, parce que le capital est justement important pour soutenir les nouvelles innovations, pour que cela soit standardisé, pour que tous puissent se protéger contre ces dégâts. Et si nous parlons croissance, Rainer Wiest, quel est le rôle du monde politique? Que doit faire la politique? Mais la politique a un rôle très important à jouer parce que c'est à la politique de créer les conditions cadres pour que les investissements soient attirés et donc aussi l'innovation. Et s'il est possible, l'État doit très rapidement créer les conditions cadres légales et réglementaires dans des domaines d'innovation. C'est-à-dire que là où nous avons des entreprises qui travaillent sur de nouvelles technologies, sachent quelles sont les règles du jeu, les conditions avec lesquelles ils peuvent travailler pour ne pas avoir une situation de Far West. Cela apporte de la sécurité chez l'investisseur. C'est-à-dire, il pourra dire, voici le pays qui est digne de confiance, c'est là que je vais faire mes travaux de recherche, c'est
là que je peux obtenir une plus-value. Et c'est pour cela que les conditions de cadre sont extrêmement importantes. Ce qui est également important, c'est d'avoir un État réduit au nécessaire qui sache investir dans l'éducation et le développement. Alors, penchons-nous sur la croissance aussi par rapport à l'énergie en Europe, la situation énergétique plutôt. Que pensez-vous? Que feront les entreprises industrielles en Europe? Est-ce que ces entreprises vont, sur base de la situation énergétique, supprimer des emplois ou même peut-être créer de nouveaux sites aux États-Unis? Je ne pense pas que la situation de l'énergie soit le seul critère décisif. Lorsqu'une entreprise essaye de savoir si elle veut peut-être créer un emplacement ou un site ailleurs dans un autre pays, il y a plusieurs considérations. Première question, les conditions cadres sur place. Ensuite, est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a des possibilités d'approvisionnement? Est-ce qu'il y a des fournisseurs qui sont capables de me fournir les matières premières dont j'ai besoin? Ensuite, peut-être, j'aimerais avoir la même devise, la même monnaie pour les recettes et les dépenses. Voici donc toute une palette de questions. Ce n'est pas seulement l'énergie. Mais est-ce que c'est une question trop importante? Non, absolument pas. Tout au contraire. L'énergie constitue le moteur de tout ce qui a fait avancer l'humanité. C'est évidemment une question de culture aussi. Donc, lorsqu'il y a eu l'électrification, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les grands débuts de cycles d'innovation tout à fait nouveaux. Et donc, l'énergie, c'est le nec plus ultra du progrès. C'est un sujet important. Ce qui est nouveau, et nous avons tendance à l'oublier parce que nous regardons uniquement l'augmentation de prix de l'énergie de l'année dernière. Et donc, un facteur très important, c'est évidemment la guerre en Europe. L'arrêt de fourniture d'énergie russe. Et cela nous fait oublier que les prix de l'énergie ont déjà commencé à augmenter avant. En fait, la guerre a provoqué un pic et maintenant, en janvier 2003, nous sommes à nouveau là où nous étions avant. Vous pouvez nous donner un exemple sur le prix de l'énergie? Ce que nous avons vu, c'est que le prix de l'énergie, donc pétrole et gaz dépend du pétrole, en 2021 a déjà multiplié en 2021. Et une des raisons, et en fait les raisons les plus importantes, c'était que c'était voulu politiquement pour contrer certains effets négatifs de la consommation d'énergie ou pour empêcher les effets, donc émissions de CO2 qui contribuent au changement climatique. C'est ça qu'on voulait éviter ou empêcher. C'est-à-dire que on voulait rendre l'énergie plus chère pour obtenir un changement de comportement ou initier un changement. C'est pour cela qu'à mon avis, c'est une erreur vraiment grave que d'essayer d'intervenir dans les mécanismes de formation des prix au niveau énergétique pour dire il faut maintenant taxer plus fort les bénéfices ou il faut plafonner les prix parce que les plafonnements de prix ne fonctionnent pas. Je l'enseigne à mes étudiants depuis 40 ans et j'ai plus que suffisamment de preuves. Au moment où vous intervenez dans ces mécanismes qui forment les prix, vous ne pouvez pas résoudre le prix, vous l'aggravez encore parce que cela a des conséquences dans bien d'autres domaines. Bon, l'énergie, c'est le moteur, dites-vous, Monsieur Strauper. Alors, dans le commerce mondial, quelles sont les possibilités pour l'Europe de devenir un peu plus forte, d'avoir une position plus forte dans le commerce mondial, puisque l'Europe, au niveau de l'énergie, n'a pas les mêmes conditions que les États-Unis? Tout à fait. Je pense que la réponse est claire. C'est justement le marché de l'énergie qui, en fin de compte, dépasse de loin les frontières nationales. C'est déjà le cas aujourd'hui. Pour vous donner un exemple très parlant, c'est celui de l'Allemagne qui montre à quel point certaines idées politiques sont perverses au niveau de leurs effets dans la pratique. Donc en Allemagne, l'énergie nucléaire est stoppée. En fait, il n'y a plus que quelques exceptions où l'exploitation est prolongée. Et en même temps, on importe de l'électricité nucléaire. Cela nous montre que depuis longtemps, les marchés ne sont plus du tout nationaux ou suisses. La Suisse dépend du réseau électrique de l'Europe. Et je pense que c'est donc un excellent exemple qui nous montre que les frontières nationales ne sont plus efficaces. Donc, si chaque État fait sa propre politique énergétique, la situation devra pire pour tout le monde. Donc, ce n'est pas un Sonderfall suisse où on serait sûr face à l'Europe. Donc déjà maintenant, parfois nous devons importer de l'énergie.
Donc, par rapport à ceci, il y a une question très intéressante qui a été saisie dans le chat. D'ailleurs, vous pouvez continuer à poser vos questions et nous allons y répondre en direct. Donc, quelqu'un demande si la Suisse ne devrait pas davantage miser sur le nucléaire ou le gaz. J'aimerais peut-être séparer les deux sujets. L'énergie nucléaire ne pourra pas constituer une solution à long terme. En ce moment, nous avons besoin de l'énergie nucléaire parce que tout simplement, les autres sources d'énergie n'existent pas. Mais l'objectif et la vision de la Suisse devrait être le fait d'être le plus indépendant possible par rapport à l'étranger, c'est-à-dire énergie éolienne, hydraulique et solaire. Voici les technologies où nous devons faire des progrès. Cela signifie que la politique à gauche et à droite et les organisations de protection de l'environnement contribuent à trouver des solutions. Il y a beaucoup d'obstacles, non? Oui, tout à fait. Oui, et il y a tout le temps des blocages. Chaque fois que l'on veut surélever un barrage ou construire des éoliennes, il y a des obstacles. Et c'est ainsi que nous n'arrivons jamais au but. Et de l'autre côté, nous avons le gaz. Aujourd'hui, tous les déchets végétaux sont brûlés, mais on pourrait en produire de l'électricité. Donc, au sujet du biogaz, on pourrait aussi utiliser le biogaz et l'injecter dans les gazoducs, de sorte que nous puissions continuer à avoir des chauffages à gaz, mais en utilisant du biogaz et non pas du gaz importé de l'étranger. Et cela nous montre tout ce qui est possible technologiquement et ce qui est déclenché justement au moment où le prix des combustibles fossiles, c'est justement ça, le moteur pour les inventeurs, pour les PME, pour trouver des solutions plus intelligentes qui soient compatibles avec le climat et l'environnement. Mais il se pose aussi la question du nucléaire. Et quel est votre avis, Monsieur Straupar, en tant que professeur en économie? Vous avez aussi un peu la vue plus mondiale. En plus, vous habitez en Allemagne. Justement. Et je n'aimerais pas porter un jugement sur la question de savoir si l'énergie nucléaire est meilleure ou pire. Mais je crois que c'est un exemple qui montre très bien ce que voulait dire Rainer Wies en mentionnant les conditions cadres et réglementaires. C'est-à-dire l'État, la politique doit définir quels sont les objectifs à atteindre. Quel est l'objectif? Et l'objectif pourrait être, par exemple, de réduire les émissions de CO2 ou de réduire les risques qui sont liés à la production d'énergie. Et dans ce sens-là, l'objectif doit être formulé, défini par la politique. Ensuite, le chemin pour y arriver, là, en Suisse également, il faudrait ne plus prendre de décisions dans la théorie pour savoir quelle est la meilleure technologie de mise en œuvre. Et en fait, la technologie doit faire l'objet d'une compétition. Et ceux qui arrivent à atteindre le but le mieux possible, ça, ce sont les instruments les plus durables. Et lorsqu'on a une vision pour quitter l'énergie nucléaire et les combustibles fossiles, c'est-à-dire il ne faut pas quand même garder le nucléaire, parce qu'il faut aussi penser à nos petits-enfants. D'où vient l'uranium? De l'étranger. À long terme, cela ne peut pas constituer de solution. Oui, donc les choses sont liées entre elles. Et encore une question pour clore ce bloc autour de l'énergie. Bon, évidemment, ce n'est pas une discussion professionnelle sur l'énergie, mais une question que je voudrais encore poser. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur l'hydrogène? Parce qu'il y a quand même là beaucoup d'intérêt. Là aussi, je dirais en tant qu'économiste, ce n'est pas à moi de porter un jugement sur l'ingénierie. Mais en tant qu'économiste, j'aimerais dire la chose suivante. L'hydrogène, je traiterais cela comme toutes les autres idées, c'est-à-dire donner une chance, c'est-à-dire les cadres réglementaires doivent faire en sorte que tout ne soit pas empêché d'emblée. Il faudra dire, vous, en tant que technologie de l'hydrogène, vous devez remplir certaines conditions. Si vous êtes compétitif, vous êtes les bienvenus pour augmenter cette gamme de nos instruments. Bon, alors, on va en terminer avec l'énergie, mais je vois qu'on est tous très énergétiques lorsqu'il s'agit de parler d'énergie, puisque c'est vraiment un sujet tout à fait central dans notre vie quotidienne. Et on a beaucoup parlé de l'énergie
l'énergie ces derniers temps parce que l'énergie devient de plus en plus chère à cause des prix de l'électricité qui sont en augmentation. Et ceci a aussi pour conséquence que l'inflation va également continuer à se développer ces prochaines semaines. Elle vient d'où finalement cette inflation qui est en hausse depuis 1 an et demi à peu près, ici en Suisse relativement de façon modeste? Je pense que les bases ont été jetées à partir de 2007 déjà, lorsque nous avons vécu une crise financière et les banques centrales ont mis à disposition beaucoup de liquidités, l'ont injecté dans le système pour maintenir en vie le système. Ensuite, nous avions plusieurs autres crises, de sorte que les banques centrales n'ont jamais osé ralentir. Ensuite, le coronavirus est arrivé, donc un moment très marquant, parce qu'un grand nombre de pays ont décidé de faire un confinement en même temps, ce qui a fait s'écrouler l'économie. Ensuite, nous avons eu les vaccins qui nous ont permis de sortir peu à peu de ces confinements. C'est-à-dire que la demande a regagné le niveau pré-Covid, mais les chaînes d'approvisionnement étaient rompues. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus les produits ou les matières premières. La Chine était encore en confinement jusqu'à il y a un mois, ce qui a fait que des centaines de navires devaient attendre devant le port de Shanghai et on n'a pas pu décharger ces navires parce que les gens ne pouvaient pas travailler. Ce qui a fait que ceux qui pouvaient livrer pouvaient demander n'importe quel prix. Et la grande différence par rapport au passé, c'est que dans le passé, l'inflation était souvent déterminée par la demande. Aujourd'hui, la situation est différente. Il n'y a pas eu d'explosion de la demande, mais il y a eu un manque d'offres. Comment voyez-vous la chose, M. Straubhaar? Est-ce que l'inflation est là pour rester? Oui, tout à fait. Et M. Wyss l'a très bien décrit, à mon avis, parce qu'il a dit qu'en fait, il s'agit là d'une combinaison de différentes causes qui ont provoqué cette inflation. Historiquement, c'est exactement ce qu'il a dit. Historiquement, nous avons porté notre attention sur la politique monétaire. Lorsque les taux d'intérêt ont diminué, on pensait que la demande allait augmenter, ce qui fait augmenter les prix. Et maintenant, nous avons constaté qu'en fait, ce n'est qu'une partie de l'explication. Et les facteurs réels, les chaînes d'approvisionnement qui ne fonctionnaient plus, l'énergie qui est plus chère, cela a joué un rôle important. Ensuite, ce qui est très important, c'est le fait que ces 50 dernières années, qui étaient excellentes en fait, nous avons dépensé trop, c'est-à-dire que nous n'avons pas tenu compte de tous les coûts de ce succès économique des 50 dernières années. Donc, par exemple, les coûts environnementaux. Lorsque j'étais à l'université, on nous a enseigné, en fait, l'environnement, c'est presque sans aucun coût. Il y a tellement d'air que l'air n'a pas de prix. C'est un exemple qui était toujours donné dans les manuels d'économie. Donc, c'était quelque chose qui était gratuit pour tout le monde. Et on sait maintenant, évidemment, que le coût de la destruction de l'environnement, du changement climatique, du réchauffement climatique et de la biodiversité, également un sujet qui présente de grands risques, c'est-à-dire tous ces coûts n'ont pas été pris en compte et donc l'inflation ne disparaîtra pas. Maintenant, les banques centrales ont déjà essayé, de manière classique comme historiquement, elles ont essayé de réagir. Lorsque les prix ont augmenté, on augmente un peu les taux d'intérêt pour faire diminuer un peu la demande. C'est quelque chose qui aura un peu d'effet, mais là où il s'agit de faire en sorte que ces coûts qui n'ont pas été pris en compte jusqu'à présent soient justement pris en compte dans nos plans économiques, cela restera. Et dans ce sens-là, pour les années à venir, je pense que du point de vue réel, cette pression sur les prix, donc vers une augmentation, s'accentuera encore. Rainer Wyss l'a dit, il y aura des effets secondaires. C'est concrètement le cas lorsque les travailleuses et les travailleurs s'adressent au patron pour dire les prix des produits de consommation augmentent, j'ai besoin d'une augmentation de salaire et donc cela va se répercuter. Et en fin de compte, l'inflation devient une sorte d'impôt pour les pauvres, c'est-à-dire que ce sont les plus pauvres de la société qui sont le plus concernés par l'inflation. Voici pourquoi elle est tellement injuste. Oui, une question qui concerne justement l'inflation. Donc, l'objectif de 2%. Pourquoi on n'a pas un objectif de 3%? Qui a finalement inventé ceci ou calculé ceci? En fait, personne ne l'a inventé ou calculé. Je pense qu'il y a quelques années où nous avions plutôt des tendances à la déflation, où on craignait ça justement.
on ne parlait pas encore d'un objectif d'inflation de 2%. Ensuite, on l'a concrétisé un peu parce qu'on pensait qu'un objectif de 2% d'inflation et puis une croissance à long terme, à peu près de 2% également, que cela pourrait bien coïncider. Mais les banques centrales ont agi de manière très opportuniste. Aujourd'hui, nous avons une influence plus élevée que ces 2%. Et si elles devaient être plus tenaces, je pourrais tout à fait imaginer que ces mêmes banques centrales définissent un nouvel objectif, peut-être de 3%. En fait, c'est une excellente question, parce que très clairement, elle attire l'attention sur le fait que l'inflation, comme j'essaie de le dire, est injuste, parce que ce sont les personnes les plus faibles qui sont les plus concernées. Ensuite, il y a beaucoup d'autres effets négatifs, mais il y a quelqu'un qui en profite, c'est-à-dire tous ceux qui ont des dettes. L'inflation constitue la voie la plus simple pour réduire la charge représentée par les dettes. Qui est le débiteur le plus important? C'est l'État. Par exemple, l'Allemagne, avec toutes sortes de cadeaux fiscaux et à coups de subventions, ont accumulé incroyablement de dettes. Et c'est grâce à l'inflation que ces États-là, sans qu'il faille prendre de décisions parlementaires pour augmenter les impôts, c'est une sorte de taxe ou d'impôt qui vient comme ça pour aider l'État à réduire ses dettes. Monsieur Strabag, vous dites que l'inflation est là pour rester. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les prix? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose d'un peu plus concret? Quelle est votre appréciation sur les prix en 2023? Ce que nous constatons, c'est que là aussi la Suisse est un cas à part. Je viens d'une région où l'on parle d'un taux d'inflation de 10% en ce moment. Aux États-Unis, 7%. Oui. Et la Suisse est un cas particulier et c'est surtout dû au franc suisse qui est très fort. Cela signifie que tout ce que nous importons reste relativement bon marché, alors que, et ça c'est la contrepartie, c'est un euro faible. Donc, lorsque, en tant qu'Allemand ou Allemand, vous avez une devise faible, pour les importations d'énergie, par exemple, chères sur le marché mondial, vous devez encore payer plus parce que l'euro, étant faible, n'a plus la valeur d'avant, c'est-à-dire de ce qui est facturé en dollars. Et c'est différent pour la Suisse parce que nous avons une monnaie forte qui nous a aidés à pouvoir importer relativement bon marché. Mais votre appréciation concernant donc les prix en 2023? Je pense que, d'un point de vue suisse, justement, nous sommes à environ 3%. Je pense que ça sera une valeur qui se maintiendra en 2023. Peut-être moins influencée par l'énergie et d'autres biens de consommation, mais plutôt déterminée par le fait qu'en Suisse aussi, dans les négociations sur les salaires, cette spirale salaire et prix sera déclenchée. C'est-à-dire que les gens disent 3%, c'est également une perte de pouvoir d'achat de 3%, donc de mon salaire nominal. Et j'aimerais donc avoir une augmentation de 3%, peut-être un peu plus, et un supplément de gain de productivité. Et cela commence maintenant. Ensuite, nous avons un manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, ces personnes aussi-là demanderont des augmentations de salaire. Et cet effet salarial, il fera augmenter également l'inflation en 2023 par rapport au passé. Donc, nous allons probablement pouvoir garder les 3%. Donc, si ça reste ça, nous pourrons être contents. Il y a des questions qui entrent de tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup d'ailleurs de participer. On parle de la mondialisation. Que pensez-vous? Quel sera le développement de la mondialisation? La mondialisation nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Et lorsqu'on regarde le monde entier, la mondialisation nous a aidé à réduire la pauvreté, alors qu'elle a été diabolisée par beaucoup de monde. Mais c'est une des raisons qui explique pourquoi le monde va mieux aujourd'hui grâce à la mondialisation si on compare avec la situation il y a 30 ou 40 ans. Et d'un point de vue de la Suisse, il y a peu de pays dans ce monde qui ont profité autant des marchés ouverts que la Suisse. La Suisse est un petit pays, mais grâce à la mondialisation, nous avons pu participer à la Champions League des grands et nous avons pu profiter de ces avantages. Bon, mais pour aller un peu dans l'autre sens, tout est devenu plus cher et ça va continuer. Les loyers vont également aller
ont encore augmenté. Et puis ça touche le plus les plus pauvres. Donc il y a à peu près 1 million de personnes touchées par la pauvreté, même dans notre pays riche, où sont presque pauvres, sont des working poor, donc des pauvres qui travaillent mais qui ne gagnent pas souvent. Quelles seront les conséquences de tout ceci? C'est important, mais j'aimerais revenir à la question de tout à l'heure pour compléter un peu l'image. Donc, le sujet de la mondialisation, les chaînes d'approvisionnement qui ont été rompues et certains produits n'ont plus pu être achetés. Donc, cela fait que beaucoup d'entreprises réfléchissent pour savoir si elles veulent rapprocher un peu leurs fournisseurs de leur site de production. Donc, ne plus être actif au niveau mondial, mais être un peu plus régional ou même national. Ce qui automatiquement fait en sorte que l'efficacité au niveau des coûts et les prix bas ne pourront plus exister. C'est-à-dire tout le processus de production. Lorsque la production et les fournisseurs se rapprochent géographiquement, donc cela fera augmenter les prix. Et c'est un facteur qui contribuera à l'inflation. Exactement. C'est pour cela que l'inflation restera. Elle est venue pour rester. Mais ça veut dire aussi que justement ce groupe de la population qui a peu d'argent aura encore moins d'argent, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et c'est justement pour les personnes qui ont un budget serré et qui peut-être ne vont pas recevoir de compensation pour l'inflation. C'est vraiment une situation grave pour ces personnes-là. C'est ce qu'a dit Thomas Straubhaar. Ces personnes-là sont les plus touchées. Je suis de l'avis que c'est là la responsabilité de l'État de soutenir ces personnes-là pour que dans un pays qui a de telles différences entre les riches et les pauvres, que la situation ne dégénère pas. C'est-à-dire que ces personnes ne doivent pas craindre de ne plus pouvoir manger à la fin du mois. Et c'est là que se pose la question décisive de savoir comment l'objectif que je partage pourrait être atteint. Et là, je pense qu'on peut regarder à l'étranger pour savoir comment ne pas faire. Et il faut être plus intelligent en Suisse. Donc, c'est l'Allemagne qui nous a montré comment il ne faut pas faire, justement, parce qu'ils sont intervenus dans les prix. Par exemple, ils ont accordé un rabais sur l'essence. C'est vraiment un non-sens absolu, parce que c'est justement punir celles et ceux qui ont choisi une voiture électrique avant en protégeant l'environnement et n'en profitent pas. Et celles et ceux qui contribuent beaucoup à la destruction de l'environnement, ce sont ces personnes-là qui reçoivent encore un avantage avec ce plafonnement du prix. Ce qui est beaucoup plus intelligent, c'est de soutenir directement les gens, leur donner de l'argent pour qu'ils puissent réagir à l'augmentation des prix en modifiant leur comportement, mettre un pull, prendre le train et non pas la voiture pour aller travailler. Et donc, de ne pas être concerné par l'augmentation des prix de l'essence. C'est beaucoup plus intelligent que d'intervenir sur les prix. C'est-à-dire donc plutôt donner de l'argent. Et dès que l'on intervient dans les prix, on donne un avantage à tout le monde, même aux personnes qui n'en ont pas besoin, et c'est vraiment un non-sens. Nous avons beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir vous les lire toutes, mais une, par exemple, est la suivante, M. Straubhaar. Il faut devenir un peu plus concret. Alors, quel est le pronostic sur les taux d'intérêt et les prix du point de vue de l'économiste? À mon avis, en 2023 également, il y aura une tendance à l'augmentation des taux d'intérêt. En Suisse, probablement, en une moindre mesure que dans la zone euro. Là, il faudra réagir plus fortement au niveau des taux d'intérêt. Mais encore une fois, il ne faut pas surestimer les effets des augmentations de taux d'intérêt. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a des facteurs réels qui contribuent à l'inflation. Et ce n'est pas comme il y a 10 ou 20 ans où la Banque nationale pouvait augmenter un peu les taux d'intérêt pour remettre de l'ordre dans le système. Je pense que cette année, avec une inflation élevée, cela va continuer plus en Europe qu'en Suisse. Et je pense que la situation, d'un point de vue de la politique monétaire, sera marquée par beaucoup de volatilité et de défis. Monsieur Wyss, les banques centrales, quels sont vos pronostics à ce sujet-là? Nous avons préparé un graphique qui présente nos attentes donc par rapport à la réaction des banques centrales. Un grand nombre de choses se sont déjà faites. Nous n'enregistrons plus de grandes augmentations de taux d'intérêt sur les échéances courtes et cela se situera à peu près dans ces valeurs-là. Cela changera au moment
où cette spirale salaire-prix commencera vraiment à tourner et que nous perdons le contrôle de l'inflation. À ce moment-là, les banques centrales seront obligées à augmenter beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement les taux d'intérêt, bien plus que nous avons montré pour 2023 comme objectif, à peu près. Et qu'en est-il, Monsieur Straubhaar, du rôle des banques centrales? Comment peuvent-elles lutter contre cette inflation sans qu'il y ait une récession? C'est justement un fait que nous essayons de décrire par la métaphore de la peste et du choléra. C'est-à-dire, il y a deux choses négatives et il faut choisir l'une des deux. Donc, d'un côté, les banques centrales essayent de lutter contre l'inflation en augmentant les taux, mais cela signifie que taux plus élevés, cela ralentit la conjoncture parce que s'endetter devient plus cher, crédit à la consommation ou crédit hypothécaire pour construire une maison. Lorsque cela est plus cher, il y a moins d'activité de construction, ce qui fait diminuer ou une augmentation moins forte de la demande totale dans l'économie et il y a un moment où cela peut se répercuter sur le marché du travail, sur la croissance économique et c'est justement en Europe que c'est un sujet important. C'est-à-dire qu'on n'est plus qu'un taux d'intérêt, mais 20 pays qui ont des évolutions tout à fait différentes au niveau du renchérissement et pour un pays plus faible, une augmentation des taux d'intérêt puisse être trop, provoquant des tendances récessives fortes. Une autre question que je voudrais vous poser, qui concerne encore l'inflation. Alors, pour les caisses de pension, que faut-il faire pour aller à l'encontre de cette perte de... Je pense que ce sont surtout les personnes qui s'approchent de l'âge de la retraite. Oui, moi je commence à y penser aussi quand même. Oui, c'est une question de la force d'une caisse de pension. Nous l'avons vu tout à l'heure, la performance de l'année dernière, donc une perte à 2 chiffres. Donc la moyenne de toutes les caisses de pension en Suisse, c'est une valeur de moins 10% presque. Cela a fait que le taux de couverture des caisses de pension a été mis sous forte pression. Et lorsqu'une caisse de pension peut se permettre d'augmenter les rentes à cause de l'inflation, elle le fait. C'est une décision à prendre par le conseil de fondation. Si elle ne peut pas se permettre, les rentes restent au même niveau. Elles sont protégées par la loi. On ne peut pas diminuer les rentes, mais il n'y aura pas d'augmentation non plus. En tout cas, pas nominalement. Ce n'est que nominal. C'est ça qui est cruel au niveau des rentes. Ce sont des termes nominaux, c'est-à-dire il y a un montant en francs suisses et lorsqu'il y a de l'inflation qui continue, ce que vous recevez en francs, 1000 francs nominal, vous permettra d'acheter moins de biens qu'il y a 10 ou 20 ans. Et c'est pour ça que l'inflation est un poison lent qui agit subrepticement, surtout pour des personnes âgées qui, pendant toute une vie, se sont attendues à pouvoir vivre bien à la retraite. Et en fait, il y a une dévaluation de ce pouvoir d'achat subrepticement, ce qui montre de nouveau à quel point l'inflation est dangereuse au niveau de la société. Pendant cet entretien, nous avons déjà analysé différents sujets, nous avons discuté. C'est intéressant de savoir ce qu'on doit faire pour ensuite décider quel placement on va envisager. Mais maintenant, je voudrais peut-être revenir un peu sur l'économie mondiale. Peut-être on pourrait en parler, M. Straubhaar. L'économie mondiale, on pourrait peut-être la décrire de la façon suivante. Il y a les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et si nous commençons par les États-Unis, enfin, je sais que ces dernières années, vous avez toujours, lors de ces Baloise Talk, vous avez dit que les États-Unis étaient vraiment le moteur le plus important. Est-ce que ça reste comme ça? Tout à fait, à la même dimension. Même maintenant qu'ils ont dû faire 15 tours d'élection?
Vous avez raison de le mentionner de manière ironique, mais ce n'est pas tout à fait atypique pour les États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis et pendant des mois, les fonctionnaires n'ont pas été payés parce que les salaires n'ont pas été payés, parce qu'il n'y a pas eu de budget. Les États-Unis sont un pays particulier, mais économiquement, la situation est inchangée, donc les États-Unis déterminent tout. Le marché des pharmaceutiques, de la biologie, de la sécurité, de l'intelligence artificielle, les données, la numérisation. Regardez un peu où se trouvent les sociétés à plus forte valeur. Le top des 20 entreprises les plus grandes, ce sont soit des entreprises étatiques d'Arabie Saoudite ou Chine. Mais les entreprises à plus de valeur, c'est quand même entre guillemets plutôt. C'est un peu l'attente de tous ceux qui veulent savoir où ça se décide. Oui, mais on pourrait remettre ça en question, non? Tout à fait, mais c'est une autre question. Le fait est que les États-Unis, ces 70 dernières années, pour l'Europe et la Suisse, ont déterminé les conditions de l'économie mondiale, c'est-à-dire ils ont organisé l'économie mondiale et ont aussi déterminé les dépenses pour la défense. Et c'est ça, en fait, le grand changement des dernières années. À l'avenir, les États-Unis ne seront plus prêts à résoudre les problèmes, dans ce sens où ils disent « nous n'allons plus mettre à disposition une protection nucléaire et vous en profitez sans payer ». Et pour la Suisse et pour l'Europe, cela gagnera en importance. C'est-à-dire qu'il faudra annoncer la couleur pour dire est-ce que nous voulons être plutôt du côté américain ou est-ce que nous voulons choisir une autre voie. Le moteur économique qui était la Chine par le passé, maintenant ce n'est peut-être plus tellement le cas, non? C'est une autre raison. Rainer Wyss l'a dit au niveau des chaînes d'approvisionnement qui se sont rompues tout d'un coup. Je pense qu'en Chine, on voit les conséquences du communisme d'une dictature. C'est-à-dire qu'à la fin, même un pays aussi énorme que la Chine ne pourra pas être dirigé par des dictateurs, parce que ça provoque toutes les difficultés qu'on voit maintenant avec cette politique en matière de Covid qui a colossalement échoué, parce qu'on a essayé de déterminer tout depuis le haut, planifier tout, diriger tout, et je pense que la Chine, et notre modèle d'affaires, c'était d'importer de l'énergie bon marché de la Russie pour transformer des biens à vendre en Chine, et la sécurité venait des États-Unis. C'était l'ancien modèle. L'énergie bon marché n'existe plus. La Chine, je dirais attention, parce que ces prochaines années, en Chine, nous aurons de plus en plus d'instabilité, et de ce point de vue-là, il serait probablement intelligent de trouver des alternatives par rapport à la Chine. Et alors encore les perspectives d'avenir pour l'Europe. Quel sera le rôle de l'Europe? L'Europe, c'est une longue histoire de 2 pas en avant et 1 en arrière. Et je pense que c'est justement cette guerre qui est revenue en Europe, devant notre porte, quelques centaines de kilomètres de la capitale de l'Allemagne. Et seulement cela a fait plutôt que, dans bien de domaines, l'Europe a redécouvert que c'est une communauté. J'ai encore une question qui vient d'entrer, qui concerne aussi l'économie mondiale. Que pensez-vous? Est-ce qu'il y a le risque que les États arabes, avec leur production de pétrole et avec leur fortune, deviendront des pouvoirs tellement grands d'avoir une grande influence sur l'économie mondiale? Ils auront du pouvoir, ils en ont déjà, parce qu'ils ont beaucoup d'argent à disposition. Ils ont également suffisamment d'argent pour intervenir dans certains systèmes politiques étrangers. Il ne faut pas le sous-estimer. Si nous voulions développer un peu une vision, soit aux États-Unis, soit en Europe, pour quitter les énergies fossiles, à ce moment-là, le modèle d'affaires n'a plus vraiment d'avenir si on regarde 30-40 ans en avant. Donc l'influence des États-Unis est encore très grande, mais diminuera si ces États ne se détachent pas de leur modèle d'affaires actuel, si elles ne se lancent pas dans les nouveaux domaines. Tout au début de notre entretien, nous avons entendu des 2 chefs, les messieurs Müller et Ritz, qu'ils étaient prudemment optimistes pour cette année en cours. Alors pour clore, j'aimerais bien entendre vos prévisions en tant que professionnel du placement. Monsieur Wyss, que pensez-vous?
Moi aussi, je suis plutôt optimiste, prudemment optimiste, parce que je pense que 2023 ne sera pas aussi mauvaise que 2022. Il y a certaines choses qui plaident en ce sens. Le pessimisme est particulièrement grand chez les investisseurs, c'est-à-dire que je préfère beaucoup de pessimisme parce que cela constitue une base pour une augmentation des prix des actions. Quand il y a une euphorie, on a déjà atteint les pics des cours des actions, il faut plutôt craindre une diminution des prix. Nous avons préparé un graphique pour les taux à long terme. On voit très bien qu'à fin 2022, nous avions atteint un peu un pic des taux à long terme. Et avec la croissance économique plus faible, fera en sorte que les taux à long terme diminueront également un tout petit peu. Donc, pour les investisseurs en obligations, c'est un bon environnement. Et en Suisse, pour la première fois depuis des années, nous allons atteindre des taux d'intérêt positifs pour les obligations à 4 à 5 ans. Donc, pour les actions et les obligations, toutes ces classes d'investissement qui ont été mauvaises l'année dernière, mais également le domaine immobilier, je suis plutôt optimiste parce que nous n'aurons pas des taux d'intérêt en augmentation sur toute la structure. Alors, les risques en 2023. Pour moi, le risque le plus important, c'est la géopolitique. Si la Chine et Taïwan, donc si jamais il devait y avoir une vraie guerre qui constituerait un dilemme pour les États-Unis, est-ce qu'on soutient vraiment Taïwan comme on l'a promis ou est-ce qu'on s'abstient et à ce moment-là, Taïwan deviendrait chinoise tout d'un coup et beaucoup de technologies seraient absorbées par la Chine. C'est certainement un risque. Donc, escalade des conflits en Europe également. Nous avons le conflit Serbie-Kosovo également. Il y a des endroits très difficiles, des conflits. Et s'il y a escalade, ce serait vraiment un grand souci. Au niveau de l'économie mondiale, je ne crains pas une récession profonde, mais ce sont ces petits problèmes. Oui, je suis d'accord parce que je pense qu'aucun économiste ne sera surpris en entendant dire que, historiquement, les crises constituent toujours le début d'une nouvelle prospérité. C'est un peu cynique et on me le reproche souvent en tant qu'économiste, mais c'est également mon expérience de vie. Confucius et les Chinois ont déjà dit à l'époque que la guerre est le père de toutes les choses. Et moi, je dirais que c'est la mère de toute innovation. Et je pense que cela se ressent lorsqu'on parle des PME. Donc, la crise fait naître des idées incroyablement novatrices en réaction à la crise. C'est quelque chose qui me confirme chaque fois dans ma conviction absolue qu'une économie de marché indépendante, souveraine, donc une telle économie est capable à puiser dans ces forces qui sont déclenchées lorsque la menace arrive pour se libérer. Et c'est quelque chose qui se manifestera là aussi, qui se confirmera. À mon avis, on voit à quelle vitesse nous réagissons au changement climatique, à quel point nous réagissons rapidement à la Russie qui n'exporte plus d'énergie et à quelle vitesse des entreprises suisses, justement, utilisent les nouvelles technologies pour avancer. Je suis plus que prudemment optimiste. Quant à la question de savoir si ce sera déjà le cas en 2023, c'est une autre question, mais à moyen terme, il y a plus de chances que de risques pour moi, c'est clair. Oui, alors là, vraiment, beaucoup de positif, beaucoup d'énergie, Monsieur Strappart. Peut-être aussi les chances, dans votre avis, Monsieur Wyss? Les chances, ce sont surtout que l'économie ne faiblira pas davantage. Je regarde plutôt le micro-niveau que le macro-niveau. Oui, j'essaie d'analyser l'année en cours plutôt que les années à venir. Peut-être qu'il y aura aussi un accord entre la Russie et l'Ukraine, on ne peut que le souhaiter. Cela pourrait calmer un peu les choses. Et cette spirale salaire-prix, ça, il faut l'empêcher. Si tel n'est pas le cas, nous n'allons pas voir de grandes interventions des banques centrales.
sur le long terme. Et quel sera le rôle de l'incertitude en 2023? Ce sera un rôle très important, mais c'est ça qui est intéressant. Il est terrible de tout savoir, ce serait terrible. C'est une question philosophique très ancienne. Déjà, Kant s'en est occupé. Si nous savions tout, je crois que ce ne serait plus intéressant. Je pense que l'incertitude continuera à nous accompagner. Nous vivons une époque avec plus d'incertitude et c'est pour ça qu'il est très important, et Rainer Wies l'a mentionné au niveau des conditions politiques. Donc nous ne pouvons pas prétendre de dire que nous savons tout et que nous pouvons tout régler jusqu'au moindre détail parce que nous ne savons pas quel sera l'avenir. Il faut être souple, il faut savoir s'adapter. Les tâches de l'État consistent à nous aider à nous adapter et non pas nous en empêcher. Voici donc quelques points positifs. Monsieur Strapar, Monsieur Wies, je vous remercie très chaleureusement de cet entretien dans le Invest Talk de Bâloise et je remercie tous les participants qui ont posé des questions et qui nous ont écoutés attentivement. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées, mais nous le ferons par écrit. Vous recevrez un mail avec la réponse à votre question et ceci au cours des prochains jours. J'espère que vous avez quand même pu obtenir quelques idées, vous avez appris certaines choses et puis ça vous sera utile aussi pour décider de vos placements à l'avenir. C'est aussi l'idée de cette manifestation. Je vous remercie de votre participation.